Et donc, je vous souhaite une bonne conférence à tous. Merci. Bien, voilà. Alors, Rodin, passionné d'antique, il était également des cathédrales. Et comme malheureusement l'actualité nous a tous affligés, je me permets de citer Rodin, qui publie en 1914 le livre L'art des cathédrales, les cathédrales de France. Donc le titre est Les cathédrales de France. Et il disait, l'art gothique, je le cite, l'art gothique est une des faces majestueuses de la beauté. Toute notre France est dans les cathédrales, comme toute la Grèce est dans le Parthénon. Je me permets de faire cette petite introduction, car nous avons été tous affligés par ce qui s'est passé à Notre-Dame. Et Rodin aurait été très malheureux de voir cela, car il fut très affecté par le bombardement de la cathédrale de Reims, d'une beauté qu'il n'a jamais vue en Italie, écrivait-il à sa compagne Rose lors de son premier voyage en Italie. C'est vrai qu'en Italie, il y a très peu d'art gothique. Et puis, très touché par donc, ce qui s'est passé à Reims, ça réapparaît également dans deux lettres qu'il a adressées à Romain Rolland, qui était en Suisse et qui organisait une pétition contre les barbaries de la guerre. Et Rodin écrivait, dans ses lettres adressées à Romain Rolland, « Dorénavant, on dira la chute de Reims, comme on dit la chute de Constantinople. Quelle douleur! C'est la bibliothèque d'Alexandrie qui brûle, c'est le temple de Jérusalem brûlé. » Il était très malheureux. Et à propos des restaurations, il écrivait « La science ne suffit pas à produire la beauté. Il faut la conscience. » Alors, espérons que ces bons conseils seront suivis de nos jours aussi. Bien, alors après ce préambule de circonstances, je passe au livre La Passion de l'Antique, qui s'organise en trois parties distinctes. La première partie, c'est le cadre historique, la constitution de la collection, la création du musée de Rodin. Dans une deuxième partie, c'est Rodin et le monde des collectionneurs et des archéologues marchands de son époque. Et dans une troisième partie, on va voir l'influence que l'antique aurait pu avoir sur sa propre création. L'ouvrage situe, donc je passe là, la première partie, l'ouvrage situe l'engouement de Rodin dans un contexte historique qui est élargi, non seulement à l'Europe, mais aussi à l'Amérique. C'est l'époque à laquelle l'anticomanie est à son paroxysme. Elle est nourrie par les grandes fouilles, les grandes découvertes, aussi bien des fouilles scientifiques qui commencent à être organisées en Grèce, notamment par les Allemands et les Français, les Allemands à Olympie, les Français à Delphes, et surtout par les fouilles à Rome, puisque Rome est devenue la capitale, la nouvelle capitale, la capitale du royaume, et unifiée après la guerre de Garibaldi et toute l'histoire de Verdi. Et donc, toute l'administration romaine avait besoin des bureaux, des ambassades, parce qu'il y avait les ambassades auprès du Vatican, qui sont restées ambassades auprès du Vatican, mais il fallait des ambassades auprès du royaume. Et donc, il y a eu beaucoup de constructions, donc de destruction, et en détruisant un petit mur, à Rome, on trouve toujours une antiquité. La moindre pétunia qu'on veuille planter, pouf, on tombe sur un vestige ancien. Alors,
Donc, on découvrait tous les jours des choses. C'est également l'époque à laquelle on crée l'école, l'institut, enfin l'école française d'Athènes et l'école française de Rome, les instituts qui s'occupent des fouilles scientifiques et des études sérieuses et scientifiques dans ces deux pays. Alors, les marchands et les collectionneurs européens se bousculent à Rome, où vient aussi des gens d'outre-Atlantique, puisque là, on est en train de créer des musées, des nouveaux musées, et puis pour satisfaire aussi une clientèle privée qui, à l'instar des grandes familles du vieux monde, veulent avoir elles-mêmes, ces familles magna, des collections d'antiques. Mais si Rodin est un collectionneur parmi d'autres, il n'est pas comme les autres. C'est son regard de sculpteur, c'est la curiosité, la fascination pour le travail des anciens qui l'attire. Et il se demande, il y a d'autres collectionneurs de son époque, Freud par exemple, ils ne se sont pas rencontrés, mais Freud se posait la question, pourquoi ? Pourquoi ce Dieu, à quoi il servait, qu'est-ce que c'était? Alors que Rodin se posait la question, comment il a été fait, comment cette statue a été faite. Et pour Freud, c'était pourquoi, donc il fallait creuser plus profondément. Donc il est un parmi d'autres, mais pas comme les autres. Avant tout, c'est un artiste, un créateur. Donc ce qui l'intéresse, c'est cette technique des anciens. Comment faisait-il pour rendre d'aussi belles sculptures? Alors, il achetait, il collectionnait augrement, on m'a dit que ça n'existe pas dans le dictionnaire, mais tout le monde peut comprendre que ça veut dire comme un ogre, non? Donc, augrement, frénétiquement, des marbres antiques, et il achetait parfois par lot entier à Drouot, sans même voir toutes les pièces qui étaient dans les caisses. Il achetait bien sûr auprès des antiquaires de Paris, des privés qui se mettaient au courant de la passion dévorante de Rodin, lui envoyaient des photos, il lui proposait des achats, des amis lui en faisaient cadeau, et ainsi il a réussi à regrouper 780 marbres grecs et romains, car je ne prends en considération dans ce livre que vous avez là que les marbres grecs et romains. Je ne m'occupe pas de la période égyptienne, ni des autres époques, ni des entailles, des vases grecs, enfin, c'est la caverne d'Ali Rodin. Et donc, je ne prends en considération que les marbres. Alors, donc, 780 marbres, et il est réuni, il crée un musée à Meudon, parce qu'il a commencé à collectionner lorsqu'il était très à l'aise et un peu âgé, très à l'aise financièrement, au début des années 90, 1800 bien sûr. Et il a acheté la villa de Meudon, qui est une annexe actuellement de musée Rodin et qui est visitable seulement en été, enfin entre avril et octobre. Et là, il avait créé son musée d'antique que vous voyez là, et de son vivant, quelques amis privilégiés avaient accès à cette collection. D'autres sculptures, mais chez lui, tout est partout, d'autres sculptures envahissent le reste du jardin. Là, vous avez le péristyle du pavillon de l'Allemagne. C'est un pavillon qui avait servi pour son exposition personnelle en 1900, l'exposition internationale. Voilà, il a eu un pavillon avec une exposition personnelle près de la place Allemagne, et il a démonté, il avait fait à ses frais en faisant un emprunt à la banque, et quelques amis qui l'ont aidé. Et puis, après l'exposition, il a démonté le pavillon de l'Allemagne, il a installé à Meudon, et là c'est le péristyle de l'Allemagne avec une multitude, j'ai pas de petites fléchettes, mais
il y a des statues entassées de toutes sortes d'œuvres. Je ne peux pas vous rentrer dans les détails. Il y en a donc dans le musée, dans le jardin, dans ses ateliers, à table aussi. Donc il vivait au quotidien avec ces antiques. Là, c'est un petit héros funéraire qui domine la table. Et puis, entre Rodin et le petit héros funéraire, vous avez une tête de bovidé qui est couchée. Il n'y a pas de fléchette. Bon, je vais montrer ici. Donc, ça, c'est le museau de la bête, et les cornes, les yeux. Et ça vient d'un relief d'un sacrifice des pogromènes, où on sacrifie un bœuf à Jupiter et on le décore avec des guirlandes. On lui fait une très jolie coiffure avant de l'abattre. Alors, donc ça, il vivait tout le temps avec. Et là, vous avez les jardins de l'hôtel Biron, où il s'est installé en 1907. Et c'est grâce à Rilke qui connaissait déjà... L'hôtel Biron, à l'époque, c'était... il y avait des appartements à louer. Et il y avait Cocteau qui habitait là, il y avait la femme de Rilke, qui était une des élèves de Rodin. Enfin bon, ils se sont retrouvés là, et c'est Rilke qui avait signalé à Rodin qu'il y avait des appartements à louer, et il a loué le rez-de-chaussée. Et là aussi, vous voyez dans le jardin, ça c'est côté jardin de l'hôtel Biron, où dans le jardin, il y a la première statue de la paix. Ici, c'est un des bourgeois de Calais, son œuvre, qui mène en cortège toute une série de personnages qui sont des statues antiques. Sont derrière lui. Donc il mélange toujours le quotidien avec sa collection. Il ne se séparait jamais de ses antiques, il n'en faisait pas cadeau, il préférait davantage offrir une de ses œuvres qu'une de ses antiques. Alors, tous ces trésors, il les légua à l'État pour qu'ils soient conservés ensemble. Ce qui est arrivé, enfin maintenant, parce qu'à un moment donné, les gens du Louvre, les conservateurs du Louvre ont un peu snobé la collection de Rodin. Ils ont sélectionné quelques portraits qui sont très beaux, mais tout est revenu ensemble et le musée est resté selon ses volontés. Tous ces objets sont là, tout ce qu'il a acheté, tout ce qu'il a reçu est là, sauf quelques pièces qui ont été bombardées, qui ont été détruites lors de la Première Guerre mondiale. Dont on a trouvé, au début des années 90, on a trouvé dans le jardin de la villa quelques débris. Et donc, il a légué tout, il n'avait pas d'héritier, car il n'a jamais reconnu le fils que sa compagne d'une vie lui avait donné dans leur jeunesse, la pauvre Rose, et il a été quand même gardien au musée jusque dans les années 30. Donc il a tout donné à l'État pour que sa collection reste entière et dans sa dernière demeure qui fut l'hôtel Biron. Et la collection, donc la condition, c'était que tous restent ensemble. Mais il a eu beaucoup de difficultés, des réticences de la part des officiels, et ce n'est que 2 ans après sa mort, au 4 août 1919, tiens, quelle coïncidence, c'est le centenaire, le musée fut créé. Et le premier directeur, le premier conservateur du musée Rodin fut Léonce Bénédite, qui était le directeur du musée de Luxembourg et qui l'avait aidé dans ses démarches pour
pour cette fameuse donation qui s'est faite en 3 parties. C'était assez laborieux. Bon, alors dans la deuxième partie du livre, donc la deuxième, il y a une mise en miroir entre la collection d'antiques de Rodin et 3 autres collections contemporaines appartenant à des gens que Rodin a connus. Donc je prends au hasard, comme par hasard, 3 autres collections. La première, c'est celle de Edward Perry Warren et de George Marshall, enfin la collection appartenait à Warren. Ensuite, on va voir la collection de Jacobsen à la Glyptothèque de Copenhague, Jacobsen étant le brasseur de la bière Carlsberg et grand collectionneur. Et puis, troisièmement, ça sera une collection romaine, la collection du baron Baracco, qui avait créé une très belle collection, plus petite, mais très belle collection, et qui, pour la faire, il s'est entouré d'archéologues sérieux, notamment de Pollack. Bien, alors, la collection, voilà, Marshall et Warren, Warren à gauche, et John Marshall à droite. Alors, Warren était un riche héritier américain d'une grande famille de Boston, très raffiné et érudit, et son ami Marshall, ils se sont connus à Oxford comme étudiants en histoire de l'art, notamment l'Antiquité. Et ce dernier, Marshall, est devenu après courtier pour le musée métropolitain de New York pour des antiquités, mais aussi pour des œuvres de Rodin. Et j'ai tendance à faire des digressions. Donc, alors, il y a eu une sincère amitié qui a lié ces 2 dandys d'Angleterre et le vieux Rodin. Ils se sont connus en 1900. Et Rodin les a visités en Angleterre. Il a vu la collection de Warren. Il a visité, il a été mis en contact avec eux par l'artiste graveur Rothenstein, qui était anglais et qui avait travaillé et vécu à Paris. Et plus tard, il les a visités à Rome. Voilà, dans cette maison, au dernier étage, c'était l'appartement de Warren, à Rome, parce qu'il fallait être là où on découvrait les antiques et où il fallait les acheter. Alors, il avait donc, Warren, qui était le riche, avait acheté cet appartement où Marshall habitait presque toute l'année pour suivre les découvertes et les ventes. Et ils étaient redoutables lors des ventes parce qu'ils avaient des fonds très importants. Ils achetaient non seulement pour la collection privée de Warren, mais aussi pour le musée de Boston, qui était la ville natale de Warren. Donc ils avaient beaucoup de dollars. Et Warren était en concurrence avec Jacobsen de Copenhague pour acheter aux enchères en 1896 le trône de Boston. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce trône. C'est un relief en marbre qui devrait remonter au début du IVe siècle avant Jésus-Christ. Et ce marbre est apparu dans le commerce en 1894, donc 2 ans auparavant, comme par miracle, peu après la découverte du trône Ludovisi, parce que la villa de la grande famille Ludovisi a été vendue et dans les jardins, on a trouvé le trône Ludovisi qui a été acheté aussitôt par l'État italien et qui est exposé au Musée national de Rome.
Et il y a eu aussi un deuxième relief qui aurait fait partie du même, et du même trône. Et c'est Warren qui l'a acheté, vous pouvez le voir à Boston. Alors, il s'était arrangé avec Jacobsen de Copenhague pour se dire, moi j'achète ça, je te laisse telle autre pièce. Enfin bon, c'était le monde des marchands et des archéologues et l'argent primé. Lors de l'exposition internationale de 1900 à Paris, Rodin eut son pavillon personnel près de la place Allemand. On a vu une partie avec le péristyle qui ont été transférés à Meudon. Et Warren était venu visiter et il lui commanda pour sa collection personnelle un exemplaire du baiser. Tout comme Jacobsen. Donc vous voyez, ils sont un peu... mais ils se connaissent et ils se rachètent entre eux. Alors, Marshall et Warren moururent tous les deux en 1928 à intervalle de quelques mois seulement. Et Warren, une âme très généreuse, a dispersé sa collection, a donné à des membres de sa famille, à des amis, à différents musées en Amérique, notamment à Boston, mais des différents musées en Europe aussi, et au Louvre aussi, 2 coupes en argent provenant de Bosco-Réal et pour compléter la collection déjà existante au Louvre, de cette provenance, de cette série. Alors, certains marbres de la collection Rodin, j'ai oublié de vous montrer, donc il y avait la maison. Ça, c'était la maison, l'appartement tout en haut, c'est près de la Piazza di Spagna. Et l'étage supérieur était l'étage de Warren et Marshall, qui ont reçu Rodin en 1912 et 1915. Et vous voyez, là, c'est la Trinità dei Monti, l'église de la Trinité des Monts. Et ça, c'est sur la terrasse de l'appartement de Warren et de Marshall. Alors, si on compare la collection de Rodin et celle de Warren, qui se trouve maintenant en grande partie au musée de Boston, je ne peux pas vous montrer les pièces qui sont dans les autres musées. Je n'ai pas les droits d'utilisation. Donc, il faut me croire sur parole. Et je vous donnerai le numéro d'inventaire. Donc, vous pouvez vérifier ça en allant sur place, visiter le musée, ou en regardant sur Internet, il y a tous les sites des musées, et je vous donne le numéro d'inventaire. Donc, ça, c'est une sirène pleureuse, qui est une statue funéraire du IVe siècle grec, qui représente la sirène qui pleure le défunt. Et c'est d'une très belle facture. Il en existe un exemplaire au Louvre aussi, mais celle de Rodin est très belle, et celle de Boston également. Et à Boston, l'inventaire est 03 757. Si vous voulez vérifier que je ne vous raconte pas de salade. Alors, donc il y a... c'est très proche comme facture. Il y a des traces de polychromie, des choses qu'il y avait sur... la statue de Rodin. Rodin, quand on lui a attiré l'attention, Georg Treu, qui était archéologue, directeur du musée de Dresde, lui avait signalé les traces de peinture. Alors il a été horrifié parce que pour lui, le marbre devait être blanc. Et la polychromie le dérangeait beaucoup. Alors, une autre statue d'un type assez rare, c'est une statue de femme drapée qu'on appelle la poétesse ou Aphrodite de type philosophe. Ce sont les Allemands qui mettent souvent les titres. Et dans leurs recherches, et on dit le type du philosophe, parce que la draperie qu'elle porte, le manteau qu'elle porte par-dessus sa tunique, c'est un manteau qu'on retrouve sur les statues de philosophes grecs classiques. Et il y a notamment un Démosthène à la Glyptothèque de Copenhague, Glyptothèque Jacobsen, qui
porte ce manteau dont un pan est retenu par la main droite. Et on appelle ça une Aphrodite ou une poétesse parce que c'est lié à la culture. Ce n'est pas une très grande statue, mais ce n'est pas une petite statuette non plus. Et donc ça, ce sont des factures très proches. Celle-ci que je vous montre, donc, elle est chez Rodin. Et l'autre, à Boston, a le numéro 00305. Alors, une autre pièce qui trouve écho dans la collection Warren, c'est cette Vénus capitoline qui a sa sœur, disons, à Boston sous le numéro 99-350. Alors, deuxième collectionneur que Rodin a connu très bien, c'est Carl Jacobsen, qui est là photographié dans la nu, ça veut dire, ça se prononce nu, mais ça veut dire la nouvelle. Ni Carlsberg, mais c'est Nouvelle Carlsberg Glyptothèque. Et Carl est le fils de Christian, qui est le fondateur des brasseries Carlsberg, de la bière Carlsberg à Copenhague en 1847. À Valby, qui est un quartier sud-ouest de Copenhague, et avec deux imposants éléphants qui vous accueillent à l'entrée, au portique. Et ils sont tous les deux collectionneurs bienfaiteurs de la ville, le père et le fils. Alors, Rodin les appelait les Médicis de Copenhague, car ils ont fait beaucoup de restaurations pour des bâtiments officiels, des bâtiments de la ville. Mais en plus, Karl était passionné d'art contemporain, ce qui déplaisait un peu à son père. Il y a eu une rupture. Alors, Karl était un grand collectionneur d'antiquités, mais il avait commencé par des collections d'art contemporain et notamment des sculptures de Rodin. Et il a été un des grands clients de Rodin, car parmi les 30 et quelques sculptures de Rodin qui se trouvent au musée de la Glyptothèque, 23 ont été achetées du vivant de Jacobsen. Alors, lui, il collectionnait avec un esprit d'évergétisme. Sa première glyptothèque était près de ses appartements, dans l'enceinte de la brasserie. Et il ouvrait un jour par semaine la glyptothèque pour que les ouvriers de la brasserie puissent se cultiver, puissent voir des belles choses, et voilà, gratuitement. Alors, la nouvelle glyptothèque a été construite au centre-ville, près du parc Tivoli, si vous connaissez, à Copenhague, pas très loin du musée national danois, et un peu au-delà du musée national, il y a le musée Thorvaldsen, qui est le grand sculpteur danois, mais un peu plus jeune que Rodin, et qui n'a fait que, comme Canova, que des choses vraiment imitant l'antique. Alors, donc la nouvelle glyptothèque, Carlsberg, ça veut dire la montagne de Karl. Et le nom de la bière a été donné par le père, le fondateur, parce qu'elle était près d'une petite colline à Copenhague où il y a de l'eau très pure pour faire le breuvage tant aimé par les Danois et tant d'autres dans le monde. Et donc Carlsberg, ça veut dire la petite colline, parce que les montagnes, vous savez, le sommet des montagnes danois monte à 162 mètres d'altitude. Et donc la colline de Karl, ça veut dire Carlsberg, en honneur de son fils. Bien, alors le fils donc construit en 1897, ça a été inauguré, cette nouvelle glyptothèque qui est au centre-ville, qui est d'une grande beauté.
architecturale. Puis ça a été agrandi en 1906 et là récemment dans les années 90-96 on a reconstruit encore une aile pour continuer parce que la fondation existe toujours et on continue les acquisitions. Alors les objectifs de Jacobsen étaient en fait pédagogiques et sociaux. C'est tout à fait différent d'un certain égoïsme de Warren et de Rodin. Donc, lui, il voulait que la collection, je le cite, la collection doit être riche, belle et instructive pour montrer aux citoyens ce que l'on faisait dans l'Antiquité. Et pour cela, il fit appel à plusieurs archéologues allemands, des grands spécialistes, et notamment Helbig. Voilà Monsieur Helbig et son épouse, la princesse russe, qui a eu presque le monopole pendant des années et des années, le monopole des acquisitions. Mais Helbig était effectivement un excellent archéologue. Il travaillait à l'Institut allemand de Rome, puisqu'il y a eu les instituts français à Athènes, à Rome, puis il y a eu les Allemands, bien sûr, et après il y a eu aussi des instituts américains, etc. Et lui, il était donc très grand archéologue, mais il a préféré renoncer à ce poste car le poste de conseiller en acquisition privée était plus fructueux. Et il a une très bonne réputation d'archéologue. Il a fait des guides de l'époque, des guides de musées qui ont été réédités au début des années 1970. Mais il a vendu un peu aussi n'importe quoi. Alors, donc, Helbig avait épousé cette princesse russe qui, elle connaissait toutes les grandes familles de la noblesse romaine et ils avaient des entrées partout et elle a joué un rôle très important dans les relations publiques, comme on dirait aujourd'hui. Alors, Jacobsen disait aussi qu'entre le mieux et le bon, il préfère le mieux. Quand cela n'est pas possible, on prend le bon à condition qu'il soit instructif. Pourtant, il n'échappa pas au faux, grâce notamment à Helbig. Alors, on a là aussi des parallèles à faire entre des objets de la collection Rodin et des objets de la collection Jacobsen. Car Rodin n'a jamais visité Copenhague, il n'est jamais allé à la Glyptothèque, mais Jacobsen lui avait offert un opuscule publié en 1905 qui réunissait les photos d'une sélection de ces antiques. Mais sans voir sa collection, donc aucune influence directe, Rodin a une très belle tête de stratège d'époque romaine, mais qui représente, vous savez que les Romains n'ont fait que copier les Grecs, comme disent les méchantes langues, et ils ont reproduit là une tête de stratège créée par les Grecs. Alors, celle de Copenhague, elle est tout à fait... Il y a une série de têtes de stratèges avec un casque qui font une petite dizaine qui sont répertoriées. Alors, cette tête de Rodin et celle de Copenhague sont très très proches parce qu'ils ont le même type de casque, attique avec la visière triangulaire, sans décor sur les casques, parce que souvent il y a des griffons, des choses, il y a des décorations sur le casque. Il y a sur la visière du casque, je ne sais pas si vous arrivez à voir, il y a l'étoile, ce qu'on appelle maintenant l'étoile macédonienne, et puis les mêmes accroche-cœurs qui vont sur le fond. Donc là, il y a une étoile
Macédoine met comme emblème sur le drapeau. Et puis, là, il y a les deux accroche-cœurs de part et d'autre d'une raie qui sont strictement identiques sur cet exemplaire de Paris avec celui qui est à Copenhague. Autre statue qui fait un rapprochement, il y en a plusieurs, mais je ne peux pas vous les montrer tous. Là, c'est un portrait de Lévi, du type Fayum, qui a donné le nom à ce type. C'est une statue trouvée à Fayum qui se trouve à la glyptothèque de Copenhague et qui a donné le type, parce qu'il y a différents modèles, types selon qu'il y a une bandelette, qu'il y a un chignon plat ou un chignon plus gonflé. Enfin bon, il y a plusieurs types de portraits de Lévi. Et là, nous avons une très belle tête, hélas mutilée, mais on la reconnaît tout de suite, et du même type que celle qui est à Copenhague. Là, j'ai oublié de vous donner des numéros de monteur, mais je crois que c'est 661 à Copenhague, la Lévi, et la tête de stratège, c'est 2590. Alors, il y a aussi une statuette, enfin bon, bref. Alors là, vous avez un double Hermès avec des têtes de ménades de style archaïsant. Alors, c'est un modèle très rare, on en connaît deux jusqu'à présent, celui de Copenhague et celui de chez Rodin. Il existe une tête isolée de ménade du même, dans le même style archaïsant qui se trouve à Bruxelles, dans le musée du 55. Et ça aussi, c'est quelque chose de peu commun, mais il se trouve que ces deux exemplaires, quasi identiques, probablement venaient du même endroit, ils devaient faire pendant. La pièce qui est à Copenhague a été achetée par Jacobsen à Waren. Donc on se retrouve à nouveau dans... Mais celle de Rodin, on ne sait pas, parce que la plupart des pièces de Rodin, on a parfois la date et le prix, mais on ne sait pas de quelle statue il s'agit. Donc l'historique des achats, c'est un peu le talon d'Achille de cette collection. Alors, donc, sans la visiter, il n'y a pas d'influence, mais on trouve des choses très, très, très proches. Alors, une troisième exposition, une troisième collection que je prends en miroir, en parallèle, c'est la collection de Giovanni Baracco, qui était le baron Baracco, d'une grande famille du sud de l'Italie, et qui est devenu grand sénateur, grand homme politique, et très cultivé, parlait le grec, le latin, et qui s'est attaché à la sculpture, et il a une très belle collection d'antiquités égyptiennes, syriennes, comme Rodin, mais je ne m'occupe que des choses classiques grecques et romaines. Et il a travaillé avec Ludwig Pollack, que vous voyez sur l'image à côté, qui a été son fidèle ami et conseiller. Alors, Ludwig Pollack, archéologue et marchand, mais c'était un fin connaisseur et un détecteur de faux. Et on disait de lui, il a l'œil, ou le nez. C'est les mémoires d'un antiquaire de l'époque, à Rome, qui écrivait Dottore Pollack ha il naso, a le nez. Donc c'est lui qui a trouvé le bras droit du Laocoon. Alors que si vous avez remarqué dans la salle, la galerie des serres, il y a un bronze d'époque Renaissance qui a été offert à François Ier, qui est le Laocoon, mais qui n'a pas le bras droit, puisque le bras droit n'a été découvert que par Ludwig Pollack en 1902 ou 3, quelque chose comme ça, dans un atelier, l'atelier d'un sculpteur, ou peut-être avant 1898, je n'ai pas la date exacte, mais enfin, à peu près par là.
Et il a trouvé dans l'atelier d'un sculpteur, restaurateur, et il a dit « Ah, mais ça, c'est le bras du Laocoon ». Donc, 400 ans après la découverte de... Non, il pourrait faire une pétition, une quête pour mouler le bras droit du Laocoon pour l'offrir au musée de Fontainebleau. Non pas pour le coller sur la statue, mais pour le poser devant. Bon, alors, c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Et il y a, selon les volontés de Pollack, de Barraco, du baron Barraco, il a été le directeur de son musée parce que Giovanni Barraco, n'ayant pas d'héritier direct, il a donné sa collection à la ville de Rome en 1902. Et la ville de Rome lui a cédé un terrain pour qu'il construise lui-même à ses frais le musée, chose qu'il a faite. Et le musée a été ouvert en 1905. C'était sur le Corso Vittorio Emanuele II, boulevard où allait Victor Emmanuel II. Mais et il a nommé, à ce moment-là, donc 1905, il a nommé comme directeur adjoint son ami associé. Ils ont publié ensemble le catalogue scientifique des collections. De Ludwig Pollack était donc le directeur adjoint de ce musée. Barraco est mort en 1914. Pollack a continué à diriger le musée et à acquérir d'autres statues pour le musée jusqu'en 1938, lorsque le gouvernement mussolinien a décidé de démolir le musée Barraco et toute la collection a été mise en caisse et transférée au musée Novo, au musée du Capitole. Il y a un musée nouveau et un musée sénatorial. Et donc, ça c'était en 1938. Pollack et toute sa famille ont été envoyés à Auschwitz en 1943, le grand rafle de Juifs à Rome. Et la collection Barraco a été sortie des réserves. Oui, il y en a eu une cette année, mais c'est fini, ça vient de finir l'exposition, qui a été consacrée à Ludwig Pollack pour ses 150 ans de sa naissance. Une exposition qui vient de fermer à Rome, au nouveau musée Barraco et à la synagogue de Rome, qui était très, très émouvante. Et donc, en 1948, le nouveau gouvernement et la nouvelle municipalité a offert un autre bâtiment. C'est une villa du début du XVIe siècle qui se trouve non loin de l'ancien musée démoli. C'est la Farnesina ai Baulari, très belle villa où on a réouvert toutes les collections de Barraco, et je vous signale que l'entrée est gratuite. Alors là, j'ai l'heure, j'ai pas l'heure sur mon ordinateur, j'ai l'heure, je suis en retard. Bon, il faut que je me dépêche. 20 minutes. Alors, voilà donc pour cette histoire de collection. Et Rodin a été plusieurs fois à Rome, mais il n'est pas certain du tout qu'il ait visité le musée de Barraco. Mais il a rencontré Ludwig Pollack.
et par l'intermédiaire de Marshall lors des dîners en honneur de Rodin à Rome. Et Pollack évoque dans son journal, c'était quelqu'un qui notait tout, parfois un peu codé, mais voilà, et ces journaux, car toutes ces archives, il les avait mises à l'abri lorsque les chemises noires ont envahi Rome, il les a mis à l'abri en Suisse. Et c'est une de ses héritières qui vivait aux États-Unis qui a tout donné, toutes les archives de Pollack sont données au musée Barraco. Donc, sa bibliothèque, ses documents personnels, quelques pièces d'archéologie, pas très importantes, mais voilà, donc il y a quelque chose de très... qui les lie beaucoup, et Pollack et Barraco. Alors, donc Pollack écrit dans ses carnets qu'il a rencontré Rodin en 1912, puis en 1916, ce qui est à ce jour l'unique témoignage de leur relation. C'est un scoop. Il est fort probable qu'une statuette d'enfant nu de la collection Rodin soit un cadeau fait au maître parisien, par ce Pollack, parce que dans un recueil ancien de Renac, Salomon Renac, il est indiqué chez Pollack à Rome. Et c'est très facile à reconnaître vu le mouvement, etc., et surtout l'éclat qu'il y a sur la cuisse gauche. Mais je suis quasi certaine que c'est un cadeau que Pollack avait fait à Rodin. Alors, cette collection romaine est beaucoup plus petite que celle de Rodin, et elle compte seulement 380 pièces, mais d'excellente qualité. Alors qu'au musée Rodin, seuls les marbres grecs et romains sont de 780. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petits morceaux, de fragments, mais 780. Cependant, certaines pièces, certains exemplaires parisiens trouvent des échos parmi les objets des Cyclades, des statuettes chypriotes, des objets attiques classiques, ou différents torses d'époque romaine qui se trouvent chez Barraco. Alors, vous avez là une tête chypriote du 5e siècle, et il y en a aussi chez Barraco, et puis chez d'autres aussi, parce que on en trouve partout. Alors, là aussi, toute une série de vases, vous voyez ça, c'est dans les réserves du musée Rodin que la photo a été prise, et qualité médiocre, la photo, mais vous voyez là, sur la photo de gauche, un autre vase qui est derrière, donc il y a plusieurs vases attiques, ce sont des vases funéraires qui ornaient les tombes attiques du 4e. Ou alors, dans l'art palmyréen, là vous avez une tête féminine, qu'on trouve aussi chez Barraco, une tête féminine. L'art de Palmyre, c'est 2e siècle après Jésus-Christ, et ce sont des personnes riches avec des bijoux. Voilà. Donc ça, vous trouvez aussi chez Rodin et chez Barraco. Alors, ces comparaisons font ressortir qu'en dépit des motivations de chacun, des méthodes d'acquisition différentes de chacun, ainsi que les différences de qualité entre les sculptures de ces trois collectionneurs, il existe néanmoins certains parallèles des sujets et des motifs, mais pas d'influence directe. Parce que ces similitudes sont dues en fait aux aléas du marché de l'art et expriment le goût d'une époque. Le marché de l'art sont tout assez restreints, leurs fournisseurs sont souvent les mêmes, et eux-mêmes ils sont tributaires, enfin donc ces fournisseurs sont tributaires des découvertes archéologiques, mais aussi d'un goût en vogue et qu'ils n'hésitent pas de satisfaire avec quelques faux. Beaucoup de Tanaga dans les collections sont fausses. Donc, à travers ces analyses,
On plonge dans le monde des archéologues et des marchands qui parfois se confondent, des faussaires, des collectionneurs de partout, russes, belges, allemands, anglais, français, danois et bien sûr américains. Alors, tout le monde se connaît, s'épille et rivalise. Rodin en a croisé beaucoup, en a bien connu certains, mais il a toujours acheté seul, ne se fiant qu'à son propre goût, à son âme d'artiste qu'il était. Il avait refusé très poliment, par un silence assez long, les propositions de Georg Treu, qui est un des grands archéologues allemands, qui avait travaillé aux fouilles d'Olympie et qui est devenu, à l'époque de Rodin, directeur du musée de Dresde. Et il avait créé, à côté des objets d'origine, il avait créé aussi des moulages, un musée des moulages. Et il a des moulages d'objets de différentes époques, mais également des moulages de Rodin. Ils étaient amis et c'est lui qui lui avait attiré l'attention sur la polychromie de la sirène pleureuse qui a affolé Rodin, parce que le marbre doit être blanc. Et donc Georg Treu lui avait proposé de le tenir au courant, de l'orienter lors des achats, et Rodin ne fait qu'à sa tête. Alors, ça, c'est un portrait de l'archéologue allemand, donc, qui se trouve d'ailleurs au musée de Dresde. Et Rodin est allé plusieurs fois, il est allé à Dresde, et Treu est venu plusieurs fois à Meudon, et ils avaient un lien très amical, et voilà. Alors, mais Rodin était peu sélectif. Pour lui, un fragment était toute une statue en entier. Puis, dans chaque morceau, il voyait la main de Phidias ou la main de Praxitèle. Donc, il préférait rester dans son imaginaire que d'avoir un archéologue sur lequel il avait très mauvaise opinion, essaye de l'influencer dans ses achats. Il achetait parce qu'il l'aimait. Alors, la troisième partie du livre est consacrée à voir si, dans quelle mesure l'Antiquité a influencé la création propre de Rodin. Alors, grand voyageur, Rodin a été en Angleterre plusieurs fois, à Dresde, à Rome, à Bruxelles, à Madrid, à Prague, à Vienne et bien sûr en Italie. Et à chaque fois, il visitait les musées, il prenait des croquis des antiques, ses carnets en sont pleins. Mais est-ce qu'il a vraiment été influencé par ceux qu'il a vus dans les musées ou par ceux qu'il avait lui-même sous les yeux dans sa propre collection? Et on a beaucoup parlé de cela. Moi, je suis un peu sceptique, je vous l'annonce d'emblée. Alors, pour le baiser, par exemple, qui est peut-être la plus connue des statues, on a dit qu'il aurait vu un relief, le relief Grimani au musée archéologique de Venise, qui représente un silène qui embrasse une nymphe, et que Rodin aurait été inspiré par cela. À part le geste d'un baiser bouche à bouche, il n'y a rien de commun. Et Rodin lui-même, il dit, il disait, la composition est belle, mais dans ce groupe, je n'ai rien trouvé de nouveau. C'est un sujet traité selon la tradition académique. Voilà. Effectivement, il n'y a pas d'équivalent sinon la nudité. Alors, pour le penseur, autre très connu statue de Rodin, elle a été créée à l'origine pour dominer la porte de l'enfer, qui était une commande de l'État, et elle devait représenter le poète Dante. Alors, agrandie et présentée comme pièce indépendante en 1903, il fut rapproché du torse de Belvedere, inventaire 1192, si ça vous intéresse, qui est acéphale, mais qui n'a pas car on
vu au Vatican, puisqu'il a été découvert avant, il a été exposé déjà au Vatican du temps de Rodin. Mais à part l'attitude assise et la nudité, il n'y a rien de commun, puisque le torse du Vatican est légèrement pivoté vers la gauche. Il est acéphale, enfin bon, bref, ce n'est pas possible que ça soit le torse du Belvédère. Et d'autres propositions ont été, parce que vous voyez bien que c'est la statue de Rodin, c'est cet homme nu qui est assis, qui est recourbé sur lui-même, qui est concentré sur lui-même, plongé dans des réflexions, dans sa cogitation, et pas du tout lancé vers la gauche ou vers la droite. Donc, rien à faire. C'est plutôt un bloc compact, comme ça, qui n'a rien à voir avec le torse du Belvédère. Alors, on a proposé aussi d'y voir une influence de Michel-Ange pour la statue de Laurent de Médicis qui se trouve à Florence dans la chapelle des Médicis. Effectivement, Rodin avait une vénération pour Michel-Ange et pour Phidias et Praxitèle. Donc, c'était les deux mamelles de l'amour de Rodin en matière d'art. Alors, et les cathédrales, bien sûr, l'art gothique. Alors, effectivement, Laurent de Médicis est figuré assis, voilà, mais il est habillé. Mais c'est plus proche comme parallèle, le Laurent de Médicis, que le torse du Belvédère. Mais comme il est nu et cogitant, c'est peut-être un modèle antique de Lysippe d'un Hercule assis, c'est un modèle donc de Lysippe qui existait à Tarente et dont on n'a que des copies. Lysippe, c'est un sculpteur du IVe, avant Jésus-Christ. Et il existe encore, mais du temps de Rodin, il y avait un moulage à l'école des Beaux-Arts et un autre au British Museum. Donc, l'école des Beaux-Arts, je ne crois pas qu'il allait joyeusement, puisqu'il a raté le concours d'entrée à 3 reprises. Mais, donc, le grand sculpteur français n'a pas fait les Beaux-Arts, mais il a révolutionné la sculpture. Mais il allait souvent au British, et donc il a pu voir ce type d'Hercule qui réfléchit, qui est assis sur un rocher dans cette attitude-là. Mais, bon, des hypothèses. Alors, une autre sculpture qui est assez proche, c'est l'athlète américain. Alors ça, c'est une petite statuette en bronze, et l'athlète était un gymnaste de Philadelphie qui avait entendu parler de Rodin, il était grand champion, et il est venu spontanément chez Rodin pour poser et que Rodin lui fasse le portrait. Et bien sûr, il s'est installé dans l'attitude du penseur, et Rodin avait dit non, moi j'aime bien saisir sur le vif. Il aimait beaucoup les modèles vivants. Alors, bon, cette statue, donc, elle dérive pas du... C'est l'heure. Alors, bon, il est à Philadelphie. Rodin lui a fait cadeau. Alors, ça, c'est une autre chose qui est très belle. C'est la muse Whistler. Whistler, c'était un peintre américain qui faisait partie que Rodin avait connu, et il était membre de l'Académie de sculpteurs, peintres et graveurs de Londres. Rodin y était membre. Et il est mort en 1903. Rodin lui a succédé à la direction de cette association, et l'association a commandé à Rodin un monument à la funéraire pour Whistler. Et il a fait 30 et quelques essais, nu avec une draperie, avec ou sans bras, avec autel ou sans autel. Il y avait une autre où il y avait le portrait de Whistler en bas. Et puis finalement, il n'a jamais fini l'œuvre, et le pauvre Whistler a autre chose sur son monument. Mais Rodin a créé ça,
et elle a été finalement tournée en bronze dans la variante sans bras. Oui, j'ai encore. Et alors, on a approché cette œuvre de Rodin de la Vénus de Milo. Parce que... Ah, mais je vois un parapluie là, je pourrais le contraire avec le parapluie, mais c'est trop tard. À cause de la draperie torse nu et draperie, et surtout dans la variante sans les bras. Mais ça n'a rien à voir. Non, c'est trop tard, merci. Mais c'est un... ça n'a rien à voir avec la Vénus de Milo, sinon que le torse est nu et que la partie inférieure du corps est drapée là. C'est que la jambe gauche, elle est très relevée sur un tertre. Donc ça n'a rien à voir avec la Vénus de Milo, mais plutôt avec des statues de la muse Melpomène. J'en ai encore pour la dernière. Voilà. Donc, statue de l'homme qui marche, fait plus de 2 mètres. Et pourtant, j'avais chronométré à la maison et j'étais dans les temps. Et puis, ici, la première statue, la première œuvre, grande statue de Rodin, qu'il a fait en 78, après son voyage, enfin il avait commencé avant, et il l'a exposé en 78 après son voyage en Italie. Alors là, on l'a accusé de surmoulage, mais c'est pas vrai du tout. Il a utilisé un soldat qui lui a servi de modèle, et on a voulu interpréter cette statue comme encore une influence de l'antique. Et lui-même, enfin, on a proposé récemment de l'identifier. La statue qui lui aurait suggéré le modèle, c'est une statue de Dorifort qui est au musée de Naples. Mais c'est sur la base d'une déclaration que Rodin avait faite 30 ans après sa visite à Naples, qui disait « Oh, j'ai vu un Apollon à Naples qui m'a influencé ». Et pas du tout, parce que ça, le Dorifort, pour notre peintre, c'est d'autres proportions trapues, c'est un militaire, alors que ça, cette fluidité-là, c'est plutôt praxitélienne. Donc, on arrive à la conclusion que finalement, c'est très difficile de trouver des influences directes de l'Antiquité dans l'œuvre de Rodin. Ce n'est pas... c'est dans le gigantisme, dans la nudité, dans le modelé qui s'attache à l'Antiquité, et non pas dans une attitude formelle, et dans la fragmentation et le gigantisme, parce que vers la fin de sa vie, il fait du gigantisme. Je suis désolée pour le retard.